Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. On est ensemble pendant 1 heure. On va parler culture, politique et société avec Cédric Rousseux qui est là. Salut Cédric Rousseux. Salut Alex, oui, on va aussi retrouver les collègues de Regard pour parler culture. On va retrouver Léo de Pinkin pour les bons plans sortis. On remercie l'équipe de la Regbox qui est derrière en régie. Et on salue Géraldine. Voilà, comme d'habitude, on va changer le prénom d'Émilie. Que vous connaissez mieux, voilà, sur Émilie. Exactement. Tout au long du truc. Alors, plein d'invités, on va parler de plein de choses. Oui, on a aussi avec nous Lucas Duval qui sera là pour plusieurs émissions. Tu vas bien donc, oui, très bien, merci. Et puis aussi un ami de l'émission, faut se le dire, notamment sur Radio Occitanie. Et voilà, qui va pouvoir commenter avec nous l'actualité, les actualités qui seront dans Toulouse. On va essayer en tout cas. On va passer à notre première invité politique, qui est Jean-Michel Latte, que vous connaissez aussi très bien, notamment Bonjour. sur Toulouse, président Tisséo, adjoint à la mairie de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et à Diciat aussi. À Diciat. Chargé également de l'occitan. Mais on va y revenir et nous avons justement un petit micro-trottoir réalisé par l'équipe de la Regbox. Et Jordan, c'est tout de suite dans Exprimez-vous. Est-ce que vous avez intégré des gestes écologiques dans votre quotidien ? J'adapte ma façon de me déplacer, j'évite de prendre la voiture, de prendre plus le train. Ouais. J'adapte ma consommation alimentaire aussi pour réduire la consommation de viande rouge. Est-ce que vous adoptez des gestes pour améliorer votre impact écologique au quotidien ? Oui, déjà le tri sélectif, on fait attention pour trier le verre, après toutes les matières recyclables et puis les déchets alimentaires pour la partie compost. Donc c'est vrai que ce qu'on peut constater, c'est qu'on a réduit nos déchets ménagers, puisque c'est le tri sélectif pour la partie plastique, carton et verre qui augmente de l'autre côté. Et niveau empreinte carbone, est-ce que vous vous adaptez ? Alors pour l'empreinte carbone, déjà je pense qu'à Toulouse, il manque encore des efforts au niveau du développement des transports en commun. La ligne C, ce n'est qu'un début à mon sens. Il en faut davantage pour que on dépende moins du bus et peut-être plus de lignes de métro ou tramway un peu plus rapides sur des voies aménagées. Moi j'habite en ville, pour l'instant je n'ai pas de véhicule électrique, mais par contre le choix d'habiter en ville, c'est d'avoir déjà qu'un véhicule familial et de se déplacer effectivement avec les transports en commun, puisqu'on habite sur le secteur des arènes, qui est un secteur qui est bien desservi. Donc c'est vrai qu'on privilégie le métro de préférence, mais après quand on n'a pas d'autre choix, c'est tram ou bus. Et c'est vrai que voilà, d'une manière générale, on va dire sur le périmètre toulousain, dès qu'on est sorti des lignes de métro existantes, on dépend beaucoup de bus et du coup en termes de temps, le temps est beaucoup plus long et ça c'est handicapant. Et après aussi, il y a la question aussi du créneau de l'amplitude horaire des transports en commun qui mériterait à être élargi, notamment pour le métro. Un départ à 5h20 aux arènes, ça pourrait être mis peut-être en place à partir de 4h ou 4h20. Ça pourrait être bien parce qu'il y a des personnes qui travaillent en horaire décalé et qui du coup sont obligées d'utiliser leur véhicule pour se déplacer, alors qu'on pourrait bénéficier de transports en commun. J'ai pas de voiture, j'ai le permis, je ne sais pas conduire. Ah. Je suis à vélo, je fais tout à vélo. Donc du coup vraiment tout à vélo ? Est-ce que c'est une raison enfin, écologique ou... Bon, écologie bien sûr, mais commodité, on passe partout, on se gare où on peut et où on veut, et c'est super. Donc la mise en place des pistes cyclables à Toulouse, ça vous arrange ? Moi ça, ah oui, à fond la caisse. Ah oui, alors là. D'ailleurs j'ai été surpris quand je suis allé à Saint-Cyprien, eh bien, dans la rue de Metz, pour arriver jusqu'à Saint-Cyprien, hop, place Esquirol aussi, il y a 2 pistes cyclables. À droite, à gauche, c'est super. Ah ouais, là, j'applaudis dès demain. Donc du coup, vous prenez un peu plus les transports en commun dans Toulouse ? J'essaye, pas les transports en commun, mais en tout cas plus le vélo ou la marche à pied.
Est-ce que vous connaissez une phrase en occitan, par exemple? J'ai fait option occitan en terminale, donc D'accord. je sais me présenter. Vous voulez que je le dise? Ouais. Allez-y. Bunsun, Mapedi Benjamin, Magrado Sport. Merci beaucoup. Alors, vous connaissez la langue occitane? Enfin, je connais, non, je parle pas l'occitan, mais je connais 2 mots et puis c'est tout. Aquel vez, aquesta cop, attention, et puis c'est tout, quoi. Bon, c'est déjà ça. Non, sinon, non, je parle pas. Non, je suis pas toulousain, je suis toulousain d'adoption. Ah. Et est-ce que vous pensez que la culture occitane devrait être un peu plus déployée dans les écoles toulousaines ou... Comme diraient les Anglais, what in the questions? Une drôle de question. En toute honnêteté, d'abord qu'ils apprennent à parler français, et ensuite, l'occitan, le breton, le basque ou le ch'ti. Non, ce que j'aime bien, moi, c'est pas l'occitan, mais c'est les personnes âgées, à l'époque, dans le Gers, dans l'Aveyron ou ailleurs, ils parlaient patois. Ah, ça, alors, extraordinaire. Ah oui. Mais maintenant, les jeunes, non. Ils parlent plus patois et encore des fois, ils s'y mettent même pas à l'anglais ni à l'espagnol. Alors que moi, j'ai cette chance, c'est que je suis polyglotte. Et voilà, grâce à mes voyages. Ben, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Bon, et c'est vrai que l'occitan n'empêche pas d'apprendre le français. Et généralement, d'ailleurs, pour répondre à ce monsieur qui est génial, que j'aime beaucoup d'ailleurs depuis le début de ce micro-trottoir, mais voilà, au contraire, ça aide aussi. Parfois, vous avez eu beaucoup d'images. On vous rediffusera aussi un autre reportage qu'on avait fait justement pour parler du transport en commun, où c'est vrai que les gens sont très satisfaits quand même des transports en commun. Il y avait quand même on avait fait un où il parlait il y a beaucoup de monde dans le métro, peut-être qu'à rallonger les rames. Il y en a qui disaient il faudrait rallonger des rames, il faudrait qu'il y ait plus de fluidité. Vous en pensez quoi déjà de ce Alors, point de vue-là? la ligne A a été doublée il y a 4 ans. On est passé de 2 rames à 4 rames. Potentiellement, la ligne B pourra l'être dans les années qui viennent. Et puis, on aura l'effet métro, puisque ce sont des grosses rames qui vont être mises en place sur la ligne C. Donc, on peut augmenter la capacité. C'est tout l'enjeu d'ailleurs et l'intérêt d'un système comme le métro qui permet d'avoir des marges de manœuvre dans l'avenir. Des questions. Peut-être toi, Cédric, qui est plus. Moi, je suis beaucoup en voiture. Moi, je suis un tu énorme es pas mal en voiture. Moi, je suis plus métro, mais justement, alors, il y a une problématique qu'il faut noter, c'est que bon, le ticket de métro a quand même un certain coût. Il est de plus en plus difficile de se garer gratuitement dans Toulouse. Donc, est-ce que pour les Toulousains qui ont envie de profiter des transports en commun et justement de laisser la voiture, il n'y a pas double peine parce qu'il faut d'un côté payer très cher pour pouvoir se garer et de l'autre payer pour le métro? Alors, il faut savoir qu'un Toulousain qui monte dans un moyen de transport, que ce soit le métro, etc., il paye en réalité le tiers du coût de sa course. C'est-à-dire que aujourd'hui, le transport public n'est pas, entre guillemets, rentable, il n'a pas à l'être d'ailleurs. Mais par contre, il faut rester équilibré sur le dispositif. On est à 1,80 €, on est sur la moyenne des réseaux français. On a des prix qui sont très intéressants pour les étudiants, puisqu'on est le meilleur prix de France en matière étudiante. On a des réductions pour les personnes âgées. Ce que je note, c'est la progression considérable de l'usage des transports en commun à Toulouse. Cette année, dans quelques jours, on va dépasser 200 millions d'usagers sur l'année. Ça n'était jamais arrivé. Et donc, cette progression me laisse supposer que l'accessibilité, elle est pas si mauvaise parce que les gens adhèrent. On peut toujours dire qu'il faut réduire les prix, réduire les coûts, mais si on réduit le coût, on réduit l'investissement. Parce que c'est un système comme un ménage. On a ce qui se dépense, ce qui se récupère. Il faut trouver un équilibre. On pense avoir trouvé un équilibre convenable. Et en termes d'élus, est-ce que beaucoup d'élus de tous bords prennent le métro, prennent les transports, utilisent les transports en commun? En centre-ville, je crois qu'ils ont tout à fait intérêt. Quelle est l'alternative en centre-ville? Aujourd'hui, on est dans un mouvement permanent de piétonisation. On ne se rappelle plus, mais la rue d'Alsace, il y a quelques décennies, c'était 400 bus jour qui passaient par la... Oui, voilà. Moi, quand je suis arrivé en Toulouse en 95, oui, il y avait encore les bus qui passaient... 400 bus jour, il y avait sur la rue d'Alsace. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on est sur un autre fonctionnement, sur un autre dispositif. La rue d'Alsace est devenue piétonne quand la ligne B a été lancée, puisqu'il y avait substitution de l'un à l'autre. On va avoir d'autres progrès en la matière avec la ligne C. Je connais peu d'élus qui essayent d'utiliser la voiture au centre-ville parce que c'est sans doute le système le moins pratique pour eux. Par contre, entre le Capitole et la métropole, on a la ligne A et 2 arrêts. C'est vraiment le meilleur moyen pour aller d'un point à un autre en termes d'efficacité. C'est vrai.
Non, mais c'est vrai, même moi qui utilise beaucoup la voiture, je reconnais que des fois, il m'arrive de prendre les transports en commun. Bon, c'est vrai que Toulouse, quand je suis arrivé, je voyais que c'est très organisé déjà au niveau des transports. Il y a le téléphérique maintenant, il y a le prolongement. En plus, là, je crois que c'est le viaduc le plus long. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Ce qu'on appelle la prolongation de la ligne B, Ouais. Ramonville-la-Beige, on a un viaduc puisque c'est en extérieur et c'est le plus long ouvrage d'art de Toulouse maintenant. Voilà, le chantier qui est en cours, PLB, ligne C, aéroport, c'est le plus grand chantier qu'ait jamais connu Toulouse dans son histoire, puisqu'il y a 42 chantiers en même temps qui travaillent à la préparation de ce futur projet. Ouais, puis il y a eu quand même quelque chose de très impressionnant. On a poussé le vice jusqu'à déplacer le monument aux morts. Voilà, j'avoue que je n'avais pas prévu ça dans le départ, et ce sont les études qui nous ont dit que finalement c'était jouable. La veille du déplacement, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais un peu inquiet. Puis finalement, ça s'est passé remarquablement. On a pu faire bouger de 35 mètres ce monument qui, en 2028, reviendra au centimètre près à l'endroit où il était à l'origine. En fait, c'est parce qu'on a creusé dessous. Et on pouvait pas creuser dessous en gardant un ouvrage de 1000 tonnes au-dessus du trou. C'est pour éviter de couper des arbres aussi, je crois. Hein. Il y avait deux raisons. Enfin, la première raison, c'était les arbres des allées François-Verdier, c'est une allée historique. Et puis, le premier projet prévoyait une sortie de métro au milieu de l'allée, très éloignée de la station de métro de la ligne B. C'est-à-dire qu'on allait faire un système à la parisienne, gare Montparnasse, où on a cette immense allée. Et donc, on a replacé la ligne C sous le dispositif. Donc, il n'y aura pas de transition complexe et longue. C'est la seconde raison. On va le rappeler, la ligne C, la gare qui servira de transition entre A et B, c'est Jean Jaurès. Sur la ligne C, c'est Matabio, il me semble. C'est ça. Voilà, c'est Matabio, mais c'est aussi François Verdier qui va être à l'alternance de la ligne B. Voilà. Et la Vache, je crois, sinon. Alors la Vache, c'est une autre plus haut, oui, c'est aussi ligne B. Alors, vous connaissez bien le métro. Non, mais pour revenir sur la piétonisation, tout ça, moi, ce qui m'a un peu impressionné, c'est quand même parce que bon, moi, j'habite quand même plutôt en centre-ville, etc. J'utilise métro, vélo. Enfin voilà, j'ai pas de voiture. Je suis vraiment le Toulousain de centre-ville qui utilise les transports en commun et les mobilités douces. Vous avez quand même choisi, alors je sais pas si c'est vous, enfin en tout cas la municipalité, de piétoniser la rue de Metz, qui est quand même une artère majeure dans la circulation à Toulouse. Et alors que même les écologistes les plus farouches n'osaient même pas y penser ou le proposer. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, parce que c'est vrai que, enfin moi le premier, je voyais pas une municipalité de droite prendre des initiatives aussi grandes en termes de piétonisation et on va dire en termes de bénéfices pour sûrement les piétons, mais de points négatifs pour les usagers de la voiture. Oui. La ligne, l'axe de la rue de Metz, c'était une frontière dans la ville. Une frontière entre deux plateaux qui pouvaient être piétons, le plateau côté Saint-Georges et le plateau côté Saint-Étienne. Et donc, il fallait casser cette frontière. C'est le même état d'esprit que rue d'Alsace. Les gens disaient, rue d'Alsace, c'est impossible de déboucher sur la piétonisation. Quand il y a eu l'alternative à ligne B, c'est devenu possible. En fait, c'est un choix qui correspond, à mon avis, à l'évolution de l'époque. C'était quoi la rue de Metz? C'était un bouchon permanent. Un bouchon permanent et, je répète, cet effet frontière entre deux parties de quartier. Donc là, on part sur toute autre chose. Je crois que c'est l'évolution. Je fais le pari que la rue de Metz va devenir une rue très, très fréquentée dans les années qui viennent, avec en particulier la station ligne C qui sera à François-Verdier, juste au bout. Et donc, c'est un choix. Je crois que les politiques peuvent s'entendre sur ce choix-là. L'idée du tout voiture, c'est une idée qui n'est plus en place aujourd'hui. On n'est pas anti-voiture dans l'équipe municipale, on n'est pas anti-voiture, on considère que la voiture a des usages imposés, on pense aux personnes âgées, on pense au secours, on passe aux artisans qui doivent venir en centre-ville, donc on n'est pas anti-voiture, mais on est sur un rééquilibrage de la partie piéton, cycle, voiture, c'est ça qui est recherché en fait. Et pour revenir sur la personne qui parlait de son vélo, qui pouvait le poser partout, qui se garait où il pouvait, où il voulait. Donc moi, je suis quand même utilisateur de Vélo Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que j'ai l'impression que par rapport au lancement de la nouvelle flotte de vélos, que les vélos ils disparaissent et que je n'ai jamais de vélo à côté de chez moi ou là où je suis. Ils ont cartonné, je crois. Alors le Vélo Toulouse avant le changement, c'était 12-13 000 trajets jour.
on avait spéculé sur 24, 25 000 trajets jour. On a explosé les compteurs. La moyenne, c'est plus de 28 000. Et on a eu même un pic à 38 000 utilisations. Voilà. Alors aujourd'hui, on a plus de 20 000 personnes qui font des trajets qui n'existaient pas dans l'ancien système. Alors on essaye de rééquilibrer. C'est un système où on a ajouté plus de 120 stations. On a ajouté plus de 700 vélos. On va continuer puisqu'on a 12 stations de plus qui vont venir à Toulouse et 70 dans la périphérie en septembre prochain. Donc on est sur un système qui marche très bien, mais qui doit se réguler. Et donc, on a des algorithmes qui permettent de mesurer les stations qu'il faut charger à tel moment, à tel moment. Et donc, l'entreprise qui est en charge de ce système est en train de corriger ces algorithmes pour pouvoir mieux équilibrer les stations. Voilà. Après, c'est en rodage, si on peut dire. Voilà, c'est-à-dire que c'est un système de capillarité, et donc il faut arriver à réguler ce dispositif. Les vélos sont aujourd'hui de deux catégories, il y a les manuels et les électriques. Les deux ont un très grand succès, l'usage est diffusé. Mais il faut bien garder en tête qu'on passe de 12 000 à plus de 28 000 usages jour, ce qui montre l'engouement du dispositif. Ce qui veut dire aussi que beaucoup plus de personnes se déplacent aujourd'hui en vélo Toulouse qu'avant. Sachant que des fois, ils sont 3 sur le même vélo. Alors ça, c'est un souci, ça, c'est un dérapage, parce que ça peut être très dangereux, et donc la police va verbaliser quand elle croise quelqu'un qui... Des fois, ils me font peur, hein. Je les vois, les pauvres, je me dis... Il faut éviter l'accident, hein, parce que là, on est en situation de danger. Mais donc la mairie est écologiste, parce que moi, j'ai l'impression qu'en face, Antoine Maurice, que nous recevrons aussi, peut-être pour répondre à ça, dit que Toulouse ne fait rien. La mairie ne fait rien pour l'écologie, il n'y a pas d'arbres, il y a beaucoup de bétonisation. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup, c'est pas pour prêcher pour l'emploi, mais moi, je remarque en tant que mec qui roule en voiture qu'il y a beaucoup de pistes cyclables, effectivement, qu'on peut moins circuler en voiture, que les feux rouges sont pas synchronisés, c'est épouvantable. Je dis ça en rigolant, c'est vrai que ce matin, j'étais un petit peu agacé. Mais donc, un chouïa, un poil. Donc, vous faites... finalement, quelque chose ou pas? On joue un peu à front renversé, puisque Antoine Maurice est contre la LGV, contre les AFNT Nord. Voilà, donc lui, il est contre le train, il est écologiste. Nous, on est pour les arbres, puisqu'on a un plan 100 000 arbres. On a un plan de piste cyclable qui est très ambitieux, qui est mené par Maxime Boyer. Voilà, donc peut-être que le mot écologique n'est pas un mot qui doit se réserver à un parti politique précis. Je crois que chacun a une fibre écologique en lui, et c'est à chacun de développer ce dispositif. Voilà, mais Antoine vous dira sans doute l'inverse. Il pourrait répondre, bien évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend énormément. Je me dis, c'est pas possible. Ou alors c'est peut-être les élus d'avant qui ont fait ces plans. Je sais pas, mais en tout cas, c'est mis en place aujourd'hui. Oui, mais je crois que c'est un passage obligé pour tous les élus qui doivent s'adapter à leur époque. Peut-être qu'on s'y adapte pas si mal, finalement. La 4G dans le métro. Alors, c'est très bien et tout. Ça me permet d'aller spammer les comptes Tisséo quand le métro est en panne. Mais en même temps, je trouve que c'est bizarre. Avant, dans le métro toulousain, il y avait des échanges entre les gens. Là, on a l'impression que tout le monde est posté sur son portable et que la communication tue la communication. J'ai envie de dire. T'as vu, elle est belle, la formule. Ça c'est le risque évident des réseaux sociaux. Il y a quand même de beaux restes, parce que cette semaine, je prenais le bus. Quand les gens descendent du bus, c'est unique en France, ils disent au revoir, merci, à bientôt, etc., etc. Et ça continue, malgré c'est incroyable. Et j'ai été interviewé il y a quelques années par France 2 sur ça, parce qu'ils trouvaient ça complètement étonnant que les Toulousains remercient le chauffeur quand il descend. Et ça reste. Donc finalement, le Toulousain résiste un petit peu à la 4G. Après, la 4G, c'est extrêmement utile, on peut faire autre chose. On a été le premier réseau à se mettre entièrement en 4G. Paris n'y est pas encore. Il y est partiellement, mais pas encore intégralement. Ça permet quand même aussi de rendre des temps utiles. Alors c'est vrai que les gens ne se parlent plus, c'est vrai que les gens font autre chose, mais... personnellement, je regrette pas. Ça permet, quand on est bloqué dans une rame de métro, de prévenir sa famille, par exemple, et de dire on arrive. Voilà. Alors, Cédric me titille souvent quand il y a des pannes de métro. Cette semaine, il y a eu 2 pannes. La première, c'était un bagage abandonné, et la seconde, c'était un malaise d'un passager dans une rame. Bon. Ça arrive. Troisième, c'est Cédric qui a tiré une évacuation. Non, mais en plus, alors il y a un truc qu'il faut savoir. Moi, je l'ai su par Jean-Michel. Il y a un dispositif qui est quand même super lourd au niveau du métro, au niveau de la ligne A, c'est que s'ils ont
soupçon qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la ligne A, qu'il y a quelqu'un qui a une intrusion sur les voies. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. C'est complètement ça, non? Ils partent une équipe à pied depuis Basso Cambo et ils se font toute la ligne à pied pour vérifier s'il y a eu intrusion ou pas. Et ça prend plus de 2 heures. Voilà, ça c'est un objet sécurité. On est sur la sécurité, là, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, donc on va essayer de gommer un petit peu ça, mais ça reste un process obligé. Difficile, encore plus. Alors, je suis l'homme de droite du plateau. Difficile, justement, ce côté sécuritaire à mettre en place, où les Toulousains, ça se passe plutôt bien, justement. Alors après, dans le métro, il y a plus de 800 caméras. On est en train d'installer des caméras dans les rames. On les avait sur les quais, sur les escaliers, sur les liaisons, maintenant dans les rames, pour améliorer la sécurité. On a encore des agressions dans les rames que l'on veut mieux contrôler. Et donc, on lance un process d'intégration. Il y aura à nouveau quelque chose comme 500 caméras de plus qui seront installées à l'intérieur des rames. Aujourd'hui, on peut parler dans les rames, mais on peut pas se voir. Donc voilà. Oui, parce qu'il y avait une rixe, j'ai vu là au couteau, je crois. Oui, alors c'est rare. Mais le métro est sans doute l'endroit le plus sécurisé. Moi, quand mes fils sortaient la nuit et qu'ils étaient plus jeunes, je leur disais, si un jour tu es agressé, tu cours dans une station de métro. Ouais. Parce que dans la station, il y a des caméras partout et on est repéré. Je me rappellerai toujours l'inauguration du métro ligne A par Dominique Baudis. 48 heures après, il y a un gars qui se dit, c'est un bon endroit pour vendre de la shit. Et donc, il s'installe dans une station de métro pour vendre de la shit. 5 minutes après, la police l'attrapait parce qu'il avait été repéré par les caméras. C'est ce que je vois à Rangueil, parce que pour vivre à Rangueil, le seul endroit où il y a des caméras, parce que Rangueil, ça reste quand même un des plus grands, des plus grosses copropriétés, j'en sais quelque chose. Et pareil, mais à un moment, je remarquais que même les dealers se mettaient même là et ils vendaient quand même. Il y a la police qui passait régulièrement et ça s'est arrêté. Mais c'est vrai que si vous avez un problème, allez vers le métro. Voilà, mais bon, mais ça c'était la partie un peu sécurité. Je clôt le sujet, à moins que vous ayez des choses à rajouter, mais je sais que c'est tendu quand on parle de sécurité, parce qu'on peut dire tu vas de suite là-dessus parce que tu dis que le monde va pas bien. Je trouve que j'ai toujours dit que la jeunesse d'avant n'est pas la même qu'aujourd'hui, mais ça on en parlera dans un autre format. Mais je maintiens ce que je dis. L'Occitan et les Toulousains, parce que vous êtes aussi chargé de l'Occitan à Toulouse, ils se portent bien. C'est pas juste des plaques de rue et l'Occitan dans le métro avec notre ami Muriel Badby-Castel d'ailleurs. Alors l'Occitan, c'est beaucoup de choses. Hein. Il y a le métro, c'est vrai, le téléphérique aussi. Hein. Il faut savoir que Muriel a enregistré pour le téléphérique. Et puis, on arrivera sans doute un jour enfin à sortir l'Occitan dans le tram. On y travaille. C'est compliqué. Ben, c'est parce que c'est tout simple. C'est un système de voie synthétique dans le tram. Donc, on est en train de faire bouger, mais l'Occitan en voie synthétique, ben ça le fait pas trop. Hein. C'est super rigolo à faire. On invente une graphie. Moi, il se trouve que j'ai un collègue qui bossait pour Tisséo qui nous avait sorti le logiciel voix synthétique. On s'était amusé à le faire parler occitan avec un copain, mais c'est la folie. Il faut rajouter 3 R, 4 O. Enfin, c'est exactement ça. C'est tout un bordel. On a inventé une graphie, quoi. Il manque la musique de la langue, et ça, c'est voilà. Alors donc, on a des projets en ce sens, et puis au-delà, on a toujours ces projets permanents d'insertion de la langue occitane dans le dispositif. On a pu récupérer quelques classes de plus dans les bilingues. On a nos calendrettes qui marchent très très bien. Ça, on est ravis. Elles sont toutes les deux logées par la mairie de Toulouse. Et puis on a le collège occitan qui lui aussi est logé par la mairie de Toulouse, qui fonctionne plein pot. Donc on a de bons signes. Bien entendu, les classiques sont en place. On garde toujours les noms de rues. Et puis, si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a pas mal d'occitanistes qui ont donné leur nom aux nouvelles rues de Toulouse. C'est pas tout à fait un hasard. Quand un rond-point, Félix Marcel Castan. Que le mec aimait pas que ça tourne en rond. Mais bon, tout ça, c'est très bien, mais on est sur du milieu associatif. On l'a vu, là, au mois de novembre, la mairie de Toulouse a fait un conseil municipal où a été annoncé qu'il y aurait baisse des dotations pour les associations de l'ordre de 40%. C'est aussi un risque, pas que pour les associations occitanes, mais bon, ça risque l'activité risque quand même de descendre. Alors, on a une grosse difficulté, c'est que on n'a pas de moyen de mesurer ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui a été décidé au dernier conseil municipal? D'attribuer à toutes les associations 60% de leurs subventions et de reporter l'examen des 40% restants à la suite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas
quel va être le montant qui nous est retiré. Et donc c'est une mesure de précaution. Je note que la région et le département vont suivre la même voie. On n'a pas l'argent que l'État nous retire. Et donc on va raisonner en 2 temps, 60% immédiatement et puis 40% en fonction de la suite. Ça sera peut-être une baisse. C'est vrai, mais on ne sait pas de combien. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est 40% parce qu'on n'a pas le chiffre. Donc on reste dans cette incertitude absolue. Encore un problème de centralisme, peut-être? Si justement, il y avait plus de pouvoir au niveau des élus locaux. Je suis complètement d'accord. Là, c'est un problème très parisien où Paris décide de sabrer les locaux, alors que les locaux, je pense aussi bien à la région, à la mairie qu'au département, ont plutôt bien géré ces dernières années et en tout cas n'ont pas cet énorme déficit que l'État nous transpose. Justement, est-ce qu'il y a des liens, même si on le sait, la mairie de Toulouse est plutôt classée à droite, le département et la région, eux, sont plutôt classés à gauche. Est-ce que malgré ça, justement, il y a des liens, il y a des échanges pour... L'Occitan permet de sortir du clivage droite-gauche. Et donc, avec mes 2 homologues du département et de la région, on se voit régulièrement, on monte les dossiers ensemble, on se prévient quand il y a des coups à faire, etc., etc. Donc, j'ai l'impression que l'Occitan sort complètement du prisme politique classique. Et c'est vraiment amicalement que les choses se passent. La semaine dernière, je présidais le conseil d'administration du COMDT, Conservatoire Occitan, et il y avait Bernard Bagnéris qui était à mes côtés, il y avait l'élu régional qui lui était à distance mais qui était présent en visio, donc vraiment ça se passe très 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 bien. Je pense qu'on a un intérêt commun qui transcende nos façons de faire et qui permet de bien fonctionner. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer de l'Occitan sur d'autres sujets? L'Occitan peut inspirer pour pouvoir dialoguer, travailler ensemble, trouver des compromis. Peut-être que nos élus nationaux devraient. Déjà, il a de la chance. Il arrive à avoir l'élu à l'Occitan de la région. Oui, qui est des PO de l'Aude. Oui. Non, il est de l'Aude, ouais. Benjamin Assier. Benjamin Assier, qui était directeur du CIRDOC, donc avec qui j'ai travaillé avant même qu'il soit élu à la région, et qui est un occitaniste, bien entendu, convaincu et efficace. À mon avis, c'est mon avis. Et dans convaincu, il y a vaincu. Voilà. Qui n'hésite pas à répondre aux messages du média occitan toulousain, parce que je rappelle que France Bleu n'a plus le gros programme qu'il avait. Et voilà, donc c'est bien de manifester et de militer pour Radio France sur lequel vous n'avez aucun pouvoir, mais n'hésitez pas aussi à aider vos médias qui ne sont pas chez Radio France, qui ont besoin aussi de votre soutien, autre que financier mais moral, pour pouvoir continuer d'exister, surtout quand ils proposent plus de 5 heures, entre 5 heures et 7 heures de programmes inédits chaque jour. Voilà, je me semblait que c'était important de le rajouter, parce que sur nos radios, vous avez, radio et vidéo en plus maintenant, vous avez un pouvoir concret. Voilà, si jamais, me semblait important de le rajouter, parce que c'est important de faire cette piqûre de rappel. Après, justement, c'est ça qui est intéressant. Moi, je vois une évolution sur les politiques au niveau de l'Occitan. C'est que avant, on était classé dans le folklore. Il faut l'éducation, et puis après il faut des vieux à sabots et à béret, et puis voilà, et puis point. Alors que là, on voit vraiment que l'Occitan, il y a une volonté de politique transversale, il y a une volonté d'en mettre un peu partout. Et donc nous pouvons travailler ensemble, c'est ce que je dis, c'est pour ça. Donc, mais il y a toujours des obstacles, il y a toujours des gens pour nous dire que c'est folklorique, etc., etc. Mais bon. Parce que là, qui m'appelle, c'est pas la région, c'est Service Presse de la mairie de Toulouse. Je vais me téléphoner pendant qu'on enregistre. Non, moi, ce que j'adore, c'est quand les gens vous disent, ouais, non, mais ils ont mis l'Occitan dans le métro, vaudrait mieux mettre l'anglais. Ok, dites-moi comment on dit Capitole en anglais, s'il vous plaît. Comment on dit Esquirol en anglais. C'est, voilà, quoi, c'est au bout d'un moment. Basso Cambo, ça ferait short leg, ça serait pas mal. Jean Jaurès. John Jaurès. John Jaurès. John Jaurès, exactement. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur le métro, parce qu'en plus, on a la LICRA un peu avec nous, mais c'est vrai moi, je suis très superstitieux, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a un baptême pour les tunneliers. On a donné 5 noms de femmes inspirantes du Moyen-Âge à aujourd'hui, pour chaque tunnelier, et dans la tradition des compagnons, il y a toute une cérémonie de baptême de chaque tunnelier. Moi, j'y participe, je trouve ça très sympa, avec le baptême officiel devant les compagnons réunis. Ce sont des moments assez émouvants.
En tout cas, voilà, ça sera... on a parlé de Jean-Michel Latte, l'élu, on a parlé de Jean-Michel Latte, le président de Tisséo, Jean-Michel Latte, le chanteur, les Mal au cœur de Toulouse. Ah, mais ça, c'est depuis 2008. Je suis dans un groupe de polyphonie occitane où je me régale. On a encore fait des prestations intéressantes. Et c'est un groupe qui marche, j'allais dire, du feu de Dieu. C'est-à-dire qu'on est recherché partout. Avec un moment qui a été très fort ces dernières semaines, puisque en septembre, on était à Saint-Pierre-des-Cuisines avec Claude Marty. Et Paco Ibanez. Et Paco Ibanez, bien sûr. Et Hélène Nougaro. Pourquoi? Parce que au moment de l'entracte, on a fait une création qui était la création d'O Toulouse de Nougaro en occitan. C'est une jolie histoire. Avant sa mort, Nougaro parle à Claude Marty et dit « Cette chanson, j'aurais aimé la chanter en occitan ». D'ailleurs, il y a des morceaux. « Mon pays, Ô Toulouse, Ô Toulouse ». Et Claude Marty lui dit « Je vais t'écrire les paroles ». Il lui écrit les paroles et puis Claude Nougaro décède avant d'avoir pu enregistrer cette version-là. Et donc, on a demandé l'autorisation de s'en emparer. On a passé 6 mois à la préparer et on l'a chantée devant Hélène Nougaro qui a complètement validé notre version occitane d'O Toulouse. Et ça a été un bonheur, mais alors absolu. Et moi, je chante parce que ça me détend. Je suis pas un grand chanteur, mais les Mal au cœur, c'est un petit plaisir personnel. Et Claudie Marty, justement, l'avait fait aussi. Oui, sur l'album Toulouse. Qui n'était pas en chœur, bien sûr, Oui. au Toulouse. Et moi, je peux témoigner du fait que les Mal au cœur l'ont beaucoup travaillé. J'en ai même limite un sabou de ce vu. Ben oui, j'étais vu qu'avec le Fifi Gros, on posait une expo à l'Oustal d'Occitanie. Toute une journée, on va travailler. Donc au Toulouse, je l'ai eu en boucle, on va dire, de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Heureusement que dans les concerts, on n'a que le final, parce que ce serait sinon un peu pénible. C'est vrai qu'au début, c'est l'orchestration qui a été faite par notre chef de chœur, et Camille, est assez incroyable, donc, mais compliquée. Donc, il nous a fallu beaucoup de temps. C'était magnifique, en tout cas. Et, moi, j'aime beaucoup les Mal au cœur. J'avais pleuré, je les ai entendus il n'y a pas très longtemps. Je vous ai entendu aussi dedans. J'ai pleuré parce que c'est beau, parce que c'est de l'harmonie. Et l'harmonie, on se rend compte à quel point elle est belle quand tout le monde est en chœur sur la même chose et va au même endroit. Et voilà, je trouve ça magnifique. Et au même endroit, on y est, on est à Toulouse. On est donc Toulouse et vous, le Toulouse, la Toulouse, selon comment. Toulouse et vous. Toulouse et vous, Jean-Michel Latte. Comment vous la voyez, cette ville? Bon, moi, je dis toujours, j'ai deux racines, hein. Soy de Toulouse, mais soy de la montaños. Donc, voilà, c'est à la fois Toulouse et la montagne. Mais Toulouse, c'est mon père est né à Toulouse, mon grand-père est né à Toulouse, donc c'est familialement un lieu très particulier. Toulouse, pour moi, c'est une ville qui a un supplément d'âme. C'est-à-dire que quand on vit à Toulouse, on vit dans un lieu qui est, pour moi, absolument remarquable et qui apporte quelque chose que l'on ne retrouve pas, à mon avis, dans d'autres cités. Il y a toute la partie matérielle, les monuments, la beauté, mais il y a autre chose. Il y a une partie que je qualifie de patrimoine immatériel de Toulouse, dans lequel on mêle plein de choses, les traditions occitanes, j'y crois. On y trouve la chance que l'on a d'avoir le meilleur club de rugby du monde, et donc cette espèce d'esprit rugby qui joue aussi. On y trouve une partie d'histoire que l'on ne retrouve pas ailleurs, les libertés communales, etc., etc. Donc, pour moi, c'est une ville vraiment qui a un supplément d'âme, et dans laquelle je me sens totalement heureux, épanoui, et où mes fils se sentent bien aussi. Alors du coup, pêche David ou le plat d'Adé? Tu sais, quand on prend le téléphérique et que l'on descend vers l'Oncopole, tu tournes la tête à droite et là tu vois Toulouse comme jamais tu vois Toulouse. Incroyable, une vision de Toulouse. Puis tu tournes la tête à gauche et là, je mens un peu, mais tu vois les Pyrénées, ça je mens pas, et tu vois la Vallée d'Or et tu vois le plat d'Adé. Et voilà, c'est un peu ce que je raconte quand j'amène des gens en téléphérique, je leur dis à droite Toulouse, à gauche la Vallée d'Or. Grâce au téléphérique, en plus, tout Pêche David a été refait, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est sympa. Autre chose qui compte pour toi, c'est ton boulot en tant que prof. Moi, c'est ce que je préfère dans ma vie professionnelle. Si tu devais choisir entre enseignant et la carrière politique. C'est enseignant, sans aucun doute. Hein, je terminerai ma carrière politique avant ma carrière d'enseignant. Enseignant, c'est un bonheur. Quand on rentre dans un amphi, on a une espèce d'effet d'adrénaline que je ne retrouve pas forcément en politique. Et donc, pour moi, il n'y a pas photo.
Jean-Michel Latte était avec nous dans Toulouse et vous, merci et à très bientôt peut-être pour parler d'avancée des travaux. Avec plaisir. Qui seront, avec plaisir. L'espérons à l'heure, bien évidemment. Oui, Julien de Marseille, Oui, donc vous savez. D'ailleurs, fin des travaux, normalement, c'est quand 2028. On aura une année de marche à blanc, 2028, mais les travaux, normalement, c'est fin 2027, avant la marche à blanc. Ok. Même si on est à Toulouse, je pense à la famille de Marseille. Ils vont refaire des travaux à Gare Saint-Charles. Voilà, des travaux qui ne s'arrêtent pas pour l'agrandir. Mais bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe à la suite dans Toulouse et vous. Et on parle sortie avec Pinkin et Léo, plus précisément. Bonjour à tous. Bonjour les gars, ça va et vous? Ça va, tranquille. Ouais. Prêt à parler de soirée? Prêt à parler de soirée. Surtout qu'avec la fin de l'année qui approche, plein de soirées, on est sûr. Ouais, il y a plein de soirées. Là, c'est encore le temps de faire la fête avant de passer à 2025. Donc moi, je vais vous parler des soirées là, qui ont lieu cette semaine et la semaine d'après. Donc cette semaine, ce jeudi, on a une soirée étudiante à l'O Club. La Christmas Student Party. La soirée de Noël pour les étudiants. Yes. Donc, voilà. Donc plusieurs BDE seront présents pour cette soirée-là. Mais c'est aussi ouvert aux gens qui ne sont pas dans un BDE. Alors, plus peut-être pour des étudiants encore. Je sais pas si vous serez bienvenus là-bas. Oh, écoute, ça peut passer. Quand tu nous vois, Cédric et moi, on a l'air de deux étudiants de l'Institut catholique. Bon, Alex a son injonction qui fait qu'il ne doit pas s'approcher à plus de 50 mètres d'une école. Mais là, du coup, on n'est pas dans une école. C'est peut-être le bon compromis pour toi. C'est le bon compromis. Et comme disait l'autre, compromis, chose due. Exactement. Voilà. Donc ça se passera jeudi 19. Donc c'est l'occasion pour les étudiants de faire la fête une dernière fois avant de repartir en famille aux quatre coins de la France ou de l'Occitanie. On sait pas, mais ça vient de partout quand même. En France, on est la première ville étudiante de France. Ça vient de partout à Toulouse, les étudiants. Première ville étudiante de France, 120 000 étudiants à Toulouse. Donc ça peut être une très très belle soirée. Et pour l'occasion, ce sera DJ Matalani et DJ Elmino qui sera là. Lui, c'est le DJ du club. Et DJ Matalani, c'est une DJ toulousaine. Voilà, maintenant on passe sur le lendemain, la nuit du zouk. Ça va zouker. Vous zoukez-vous un peu ou pas? Cédric particulièrement. Là, ça m'étonne pas. Vraiment, t'as le style. C'est mon côté grand zouker, ouais. Zouker. C'est mon côté Zuckerberg. Voilà. Zouketto aussi. Donc, c'est dommage qu'on puisse pas mettre un peu de musique là sur le plateau. Une petite musique zouk. C'est la musique zouk. Un petit coupé pour voir vos déhanchés un peu. Donc là, c'est une soirée, la nuit du zouk, du coup, une nuit consacrée à ce style de musique-là. Ça se passe au Nine, cette fois-ci le 20 décembre. Et ça commence à 23h. Pour l'occasion, il y aura Princess Lover, qui est une artiste zouk référence. J'ai déjà eu l'occasion d'aller la voir, c'est vraiment très cool. Et j'ai passé une très très bonne soirée. Il y aura d'autres artistes comme Axel Tony, Phil Control et Harry Diboula qui seront là aussi. Et pour l'occasion, il y aura 8 DJ pour assurer le show entre chaque artiste. Donc une grosse scène pour cette soirée-là. Grosse soirée, quoi. Grosse soirée. Franchement, s'il y a des amoureux du zouk qui nous écoutent, je pense qu'il faut vraiment pas qu'ils restent cette soirée-là ce vendredi. Donc c'était tout pour cette semaine. Maintenant, je vais vous parler d'un événement qui a lieu la semaine d'après, vendredi et samedi à l'Arena. C'est la Pandémique et Hard Music. On est encore sur un autre thème. On passe là, on est aux opposés. Donc là, on est plus sur une musique hard music, hard techno. Donc, elle aura lieu à l'Arena, comme j'ai déjà dit. Et plusieurs aussi DJ guests qui seront là, des DJ de pointe dans leur style de musique, la hard techno. Donc, on vous invite à aller voir la billetterie sur le site de l'Arena ou directement aussi sur leurs réseaux sociaux, la billetterie est disponible. Voilà pour ces 2 prochaines semaines à venir. Donc 3 beaux événements pour reprendre un événement étudiant à l'O Club, la Student Christmas Party pour fêter Noël avant de repartir en famille, la nuit du zouk le vendredi 20 décembre pour aller zouker et le vendredi et samedi 27 et 28 décembre à l'Arena pour les amoureux de la hard music. Et bien sûr, si les gens n'ont pas noté tout ça, on peut retrouver toutes ces dates et bien d'autres sur Pinkin. Exactement. Ça, tu peux faire zouker papy et ça, c'est génial, quoi. Tu vas avant de nous retrouver pour le nouvel an. Ou alors tu peux mettre de la hard, j'imagine, la hard music. En famille, c'est ta mamie Odette qui est là. Et bam, franchement, ça peut les réveiller. Elle n'a pas besoin de bouchon d'oreille en plus. Ça peut les réveiller. C'est vrai, ça peut les réveiller. Ou on te retrouve sur l'application. Tu des micro-trottoirs en plus, en ce moment, tu fais pas mal de choses. Ouais, en ce moment, en ce moment sur les réseaux, toujours très actif
pour promouvoir notre application Pinkin. Et donc là, la même rengaine, si vous voulez voir plus d'événements sur Toulouse, dans plus de styles de musique, on vous invite à télécharger l'application, d'autant plus qu'il y a la soirée du 31 qui approche. Si vous avez envie de la passer dans un bar ou dans une boîte de nuit de Toulouse, on les référente toutes. Donc on vous invite à aller voir tout ça. Il y a le filtre restauration. Si jamais beaucoup de boîtes de nuit et bars proposent aussi un menu sur choses comme ça, ouais. Voilà, des menus à partir de 50-60 € pour passer la soirée, commencer à manger dans le bar et puis derrière ça part en bringue. Et là, les bars à Toulouse sont ouverts jusqu'à 4h du matin. Ont l'autorisation d'être ouverts jusqu'à 4h du matin. Ok, c'est bon. Donc voilà, t'as de quoi de passer un bon réveillon toute la nuit. Non. On sait pas ce qui est ouvert, on sait pas, bam, Pinkin. Exactement. Là, on peut rien faire de plus pour vous, quoi. Franchement. On va pas faire la fête pour vous non plus. Exactement. Très bien, merci beaucoup Léo. Merci à vous d'avoir été à Pinkin. On passe tout de suite à la suite dans Toulouse et vous. Et vous le savez, dans Toulouse et vous, on parle également business. Et nous avons avec nous, on est très content avec Cédric de l'avoir parce qu'on la connaît très bien, Virginie Mouret-Guichard de j'votresolution.com. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Je suis ravie d'être ici. Comment tu vas ? Écoute, je vais très très bien. Un petit peu enrouée, mais ça va. Et donc, tu as plein de solutions pour nous. Tu as des tas de solutions, il paraît. J'espère. On reçoit parfois des appels avec des clients qui nous disent « J'espère que vous allez la trouver ». Donc, on essaie de la trouver assez régulièrement, on va dire. Donc, c'est un centre de formation, tu me dis, vraiment, c'est basé... qu'est-ce que tu privilégies dans la formation, justement ? Quelle est la cible ? Parce que maintenant, j'apprends à parler business, je sais qu'il y a des cibles. Exactement. Quel est ton targeting ? Ton targeting. Quels sont mes personas ? Alors, nous, on est donc organisme de formation depuis 4 ans. Donc, on s'est spécialisé dans les formations continues, historiquement dans les métiers plutôt de l'immobilier, de la banque et de l'assurance. Et puis, comme on s'ennuyait beaucoup, on s'est dit qu'on allait se diversifier dans d'autres métiers, comme ceux, par exemple, du commerce, tout ce qui est lié à l'administratif, secrétariat, comptabilité. Et on a monté un CFA. Donc, on est, au-delà d'être un organisme de formation sur le développement des compétences, on est aussi donc centre de formation pour apprentis. Et donc, on développe des formations d'alternance du CAP au Bac+3 à ce jour. Et également sur d'autres métiers. Donc, nos cœurs de métier restent quand même l'immobilier, la banque et l'assurance. Mais on s'élargit également depuis peu à la cuisine et la restauration. Parce que ce qui nous anime, c'est d'aller aussi vers des métiers en tension. Parce que c'est pas une surprise peut-être pour vous de savoir que ces métiers-là souffrent de gros problèmes de recrutement. Voilà. Et donc, on essaie de trouver des solutions en termes de formation, mais aussi de partenariat. Je croyais que c'était juste une excuse pour bouffer dans des bons restos à pas cher. Non. Après, si on peut, pourquoi pas. L'idée, c'est de goûter, de les accompagner. Alors justement, comment ça marche ? Comment, par exemple, pour venir te voir, en quoi ça consiste ? Ouais, non, mais c'est vrai, quelle est la démarche pour rejoindre votre solution ? Déjà, pour répondre à ta première question aussi sur la cible et la démarche, finalement, on est là pour des publics en reconversion, par exemple. Donc, toi, par exemple, Alex, si tu souhaites te tourner vers le métier de l'immobilier, je crois que c'est déjà fait. Cuisine, c'est déjà fait aussi. Cuisine, c'est déjà fait aussi. J'ai plein de vies. Par exemple, sur le métier de la banque. Pourquoi pas la banque ? Tout à fait. Donc, tu peux venir à nous sur des sites comme, par exemple, Mon Compte Formation, puisqu'on est donc éligible à ce type de financement. Tu peux aussi nous trouver en tant que demandeur d'emploi sur le site de France Travail ou se former en région, sur la région Occitanie. Donc, tant pour des publics finalement en reconversion, si tu es un indépendant, puisqu'on accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs et d'auto-entrepreneurs ou d'entreprises, les références restent les mêmes en fait sur ce type de site ou sur Internet. Et ce qui fait notre force, c'est qu'on va essayer de trouver une solution de formation, mais aussi un financement, puisqu'on est éligible à différents types de financement publics. D'accord. Justement, la formation, on a l'impression que les gens n'ont pas forcément le réflexe de se former, alors que il est bon de se remettre à jour, de faire un update, pour parler le patois marketeur, dans sa... Comment ça se passe, quelle est la démarche pour inciter un peu plus les gens, en fait, de leur expliquer que oui, se former, c'est nécessaire? Alors, ta question est très intéressante parce que avant de former, on informe, nous. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une vraie désinformation
puisque ces fonds publics sont liés à des pourcentages qui sont reversés en fonction d'une masse salariale de cotisation. Si par exemple tu as un statut d'auto-entrepreneur, tu cotises à hauteur de 0,10% de ton chiffre d'affaires pour la formation professionnelle, donc tu as des droits. Et effectivement, déjà, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des besoins en formation. J'ai bon nombre de clients, par exemple, qui viennent chez nous et qui veulent financer eux-mêmes leur formation. Et là, le premier réflexe qu'on a chez J'ai votre solution, c'est de dire non, gardez votre argent pour Noël ou pour autre chose. Nous, déjà, on va vous informer de vos droits. Donc, il y a l'aspect financement. Et après, effectivement, pour revenir à ta question, on n'a pas toujours ce réflexe-là parce qu'on ne sait pas que ça existe, peut-être, c'est ça. Oui, voilà. Bien souvent, les gens ne sont pas au courant. Voilà, donc où on peut trouver ces informations-là? Bon, mais bien sûr sur Internet, sur des sites comme le Cariforef, par exemple, qui répertorie tous les organismes de formation par région. Et après, il faut connaître un petit peu aussi les différences parce que, excusez-moi, mais il y a un petit peu à boire et à manger parfois. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est connaître ses droits. Par exemple, sur mon compte formation, il est interdit de financer une formation depuis quelques années qui ne générerait pas une certification reconnue. Ce qu'on appelle un titre RNCP, qui est un titre métier, ou un titre RS, une formation RS, qui va certifier des compétences. Donc là-dessus, c'est important aussi de pas se faire avoir. Et nous, c'est ce qu'on fait. Parfois, on a des clients qui nous posent des questions sur des formations. On les renseigne, même s'ils n'achètent pas la formation chez nous. Mais déjà, ce qui nous accompagne à nous, ce qui nous anime, c'est cette idée d'information. Parce qu'il y a une vraie désinformation. D'accord. Beaucoup de termes que je maîtrise pas. C'est pour ça que c'est intéressant. Comment on décide de se tourner vers la formation? De demander une formation? Non, toi, comment tu as décidé de te tourner vers la formation? Alors, chez nous, c'est un peu génétique, on va dire. Nous, on est toutes dans l'enseignement un peu de mère en fille. Et moi, quand j'étais enfant, à l'âge de 10 ans, j'alignais mes peluches, tu vois, dans ma chambre pour leur faire la classe. Donc, j'avais décidé de me tourner vers l'enseignement. Après, j'ai fait le choix de devenir formatrice et pas professeur, tu vois, agrégé par exemple, ou j'ai pas eu envie de passer par la voie de l'éducation nationale. J'ai préféré me tourner vers des métiers et de la formation pratique parce que c'était plus en lien avec ce qui m'animait, on va dire. Et donc j'ai eu cette vocation-là très tôt. Et j'avais ce rêve-là depuis l'âge de 10 ans, en fait. Je m'étais lancée un pari avec moi-même à l'âge de 10 ans, en me disant que, je leur raconte souvent cette histoire, mais que l'année de mes 40 ans, j'aurais mon école. Alors, pourquoi 40 ans? Parce que peut-être que dans ma tête, c'était l'époque de la consécration personnelle et professionnelle. Puis le Covid est arrivé et je me suis dit, ma cocotte, c'est pour bientôt les 40, là, il faut faire quelque chose. Et c'est un peu comme ça que l'histoire est née de J'ai votre solution. Ah oui, donc ça allait très vite. Parce que pour connaître un peu les bureaux, le lieu, quand ils pensent. Non, mais c'est vrai, quand ils pensent, quand tu vois l'endroit, tu as l'impression que c'est là depuis au moins 10 ans. C'est-à-dire que c'est bien installé, ça tourne bien. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était après le Covid. C'est pas sympa de dire qu'elle fait plus vieille que son âge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est une boîte déjà bien installée. Souvent, voilà. En fait, on fait tout pour parce que d'abord, ce qui nous anime, c'est cette idée d'accompagnement et cet esprit familial. Pour autant, tu as raison de le dire, on a formé, alors on est en place, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on a formé plus de 5000 personnes en 4 ans, 3 ans et demi, puisque donc on intervient au national. On fait beaucoup de formations en visio aussi grâce au Covid. Ça, il faut le dire. Oui, ça a débloqué beaucoup de choses. Ça a débloqué pas mal d'opportunités aussi. Même si on parlait de crise, voilà. Ça a déployé vraiment cette idée de visio qui sont complètement démocratisées. Donc ça, c'est chouette parce qu'on forme des personnes dans la France entière. On a des diplômes d'ailleurs qui permettent d'être passés entièrement à distance. Donc ça, c'est plutôt bien pour les personnes qui peuvent pas se déplacer. Et oui, c'est vrai que ça a été vite, mais je suis pas toute seule. J'ai une équipe de formateurs formidables, une équipe aussi de toute la partie qui gère la partie et qui est lourde, ce qu'on a en France, toute la partie administrative, financière et la partie pédagogique, bien sûr. Alors peut-être dans une autre émission des difficultés qu'il peut y avoir et aussi des facilités qu'il peut y avoir avec toute cette administration qui, je sais, touche beaucoup les chefs d'entreprise en ce moment. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de cette notion de secteur tendu, de secteur clan. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments où il y a des bouchons sur la formation? Je m'explique. Moi, quand j'ai arrêté la radio à un moment donné, je me suis formé comme community manager. Donc, j'ai un diplôme community manager web marketing et web communication. Le secteur est super bouché.
Les mecs ne prennent ou que des stagiaires ou que des alternants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi des fois, tu vois, l'effet telle formation qui est à la mode et qui du coup va créer un effet bouchon? Alors nous, on a eu énormément de demandes à la sortie du Covid sur le métier d'agent immobilier. Beaucoup de publics en reconversion dans le secteur de la coiffure notamment et de la restauration qui, grâce au Covid, en fait, découvraient les joies parfois de pouvoir profiter plus de leur temps libre. Et ils se sont dit, si je deviens un négociateur immobilier, je vais pouvoir gérer ma journée un peu comme je l'entends. On expliquait qu'il y avait une différence parce que souvent, nous, ils nous disaient, je voudrais un diplôme, certains, pour être Stéphane Plaza. Alors, au début, je pensais qu'il parlait des agences. Il parlait bien, en fait, de Stéphane Plaza en tant qu'animateur. Donc, je leur expliquais qu'il y avait déjà une différence entre ce qu'ils voyaient à la télé et la réalité. Donc, on a eu beaucoup... C'est pas bien, messieurs, de faire comme Stéphane Plaza. Ne faites pas ça. Oui, bon. C'était pas là où je voulais en venir, mais... Et donc, ils ont tous voulu faire de l'immobilier. Puis, bon, c'est pas un secret, hein. Vu la conjoncture, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des espèces d'effets de mode, oui. Je te rejoins. Nous, typiquement, on va pas vers des métiers très à la mode comme l'intelligence artificielle. Donc, on sait que c'est hyper utile, mais on n'y va pas parce qu'on sait que derrière, il peut y avoir des bouchons, comme tu l'évoques. En tout cas, dans les formations que l'on propose, on essaie d'aller vraiment vers le besoin. Parce que si c'est former pour former, nous, ça ne nous intéresse pas, tu vois, parce que derrière, en plus, on est suivi, on est éligible à des fonds publics, mais on est suivi sur les taux de réinsertion. Et l'idée, justement, c'est de vérifier derrière que vous trouvez un métier. D'ailleurs, toi, c'était un titre RNCP, je crois. Oui. Voilà. Donc, t'as pas trouvé peut-être sur un poste salarié, mais plus à ton compte ou pas? Je me suis mis à mon compte, mais parce que de toute façon il fallait un statut. Si on m'avait dit, pour bosser, tu fais clown, et je ferais clown au lieu de faire auto-entrepreneur. C'est ça. Voilà, dernière question, Virginie, puisqu'on est dans Toulouse et vous, et c'est vrai qu'on s'est dit c'est une idée de Cédric, c'est son idée, je crois d'ailleurs. Oui. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, mais vas-y, je te la laisse. Alors justement, Toulouse et vous, Virginie, Toulouse et toi. Toulouse, un endroit, un sentiment par rapport à cette ville, un lieu qui te tient à cœur. Alors d'abord, Toulouse, c'est ma ville, puisque je suis fière d'être une vraie Toulousaine. Je suis assez chauvine d'ailleurs quand on parle de Toulouse. Toulouse, il y a tellement d'endroits, c'est dur de faire un choix. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, j'adore le quartier des Carmes où j'habite depuis quelques années. Les lieux incontournables selon moi, ou un lieu? Oui, un lieu qui te tient à cœur, un lieu qui te marque, un lieu... J'aime beaucoup une petite rue, c'est une des rues des Carmes que je prends souvent en photo, c'est la rue Merlane. Vous la connaissez pas, je le vois. J'avais rue Neuve, mais... Oui, mais dans l'esprit, en fait, c'est ces petites rues que je découvre, que je redécouvre tout le temps. Parce qu'on peut y passer, je sais pas, 5, 10, 15, 20 fois. Il y a toujours une partie de la rue que t'as pas vue de cette façon-là en fonction de la lumière. Je trouve qu'on est dans une ville qui est, encore une fois, je suis peut-être pas objective, mais qui est quand même accueillante, qui est lumineuse. Et ma fille, à 23 ans, me dit, mais maman, t'as jamais quitté Toulouse, et alors tu quittes quand? Mais j'ai pas envie, en fait, parce que j'aime trop cette ville. Vous aussi, non? Bah oui. Bravo, tu as gagné un pain au chocolat. Bravo. Et une brique. Voilà. Exactement. Oui, et puis ça n'empêche pas d'aller ailleurs, justement. Bien sûr. En venant un peu à Toulouse, parce que c'est vrai qu'on y est plutôt bien. Merci Virginie Bruguichard d'avoir été avec nous. Donc j'ai votre solution.com. Et une prochaine fois. Ouais, tu repasseras nous voir. Merci à vous deux, merci. Et on passe tout de suite à la suite. Et c'est le moment culture de Toulouse et vous. Et avec Cédric, on est très contents. On soit notre rayon de soleil. À chaque fois, on est super heureux d'avoir Mina Fauroir avec nous de Regard. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Et j'ai mis le t-shirt Regard aujourd'hui. T'as mis le t-shirt Regard, exactement. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Comme d'habitude, tu ne viens jamais toute seule dans l'émission. Comme d'habitude, je ne viens jamais tout seul. Aujourd'hui, je viens avec Max Tenrom. Salut. Qui est donc un DJ producteur de musique électronique. Donc son univers est... Il y a plein de styles dans ton univers de musique électronique. Ouais. Tu te revendiques donc d'un univers très varié qui va du down-tempo à la techno. On peut aussi parler de musique un petit peu orientale sur beaucoup de projets même. Beaucoup de projets. Ouais. Tu passes d'un style à l'autre avec aisance. Tu comptabilises des millions de vues à travers le monde. Donc ça, c'est quand même pas, faut le dire quand même. C'est cool. Tes morceaux sont régulièrement playlistés et joués par des artistes internationaux reconnus. Ouais. Tu nous diras peut-être qui un petit peu après. Sur scène, ça a l'air d'être
pas un gros bordel, un beau bordel, on va dire. Ouais, Parce que quand tu fais un live, donc il y a des synthétiseurs, un piano, des machines électroniques, des percussions acoustiques. C'est ça. Ouais, C'est, ouais. Enfin, piano, c'est le synthé. Tu te déplaces quoi. avec un Mais camion, j'aimerais bien comment- des fois mettre un piano classique, quoi. Mais Ah bon, ouais. c'est compliqué. Bah, déjà, Mais, ça doit être, sinon, c'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà un instrument que tu n'as jamais expérimenté qui te fait un peu d'œil ou est-ce qu'il y a un instrument où il y en a déjà trop? Ben, les percus, déjà, il y en a tellement que il y a beaucoup de percus que je n'utilise pas encore, que j'aimerais bien essayer, notamment des timbales, des trucs un peu plus avec des baguettes ou des éléments de batterie que j'amène sur scène. Ça, il y a des trucs que j'aimerais bien explorer. Et sinon, peut-être instrument avant. Donc, peut-être. cornet à piston. Ouais, non. Le flutio, existe. comme à l'école. Non. Non, mais par exemple, le duduk, j'aime beaucoup cet instrument avant, une espèce de flûte un peu arménienne, très, très triste. Ou même la trompette aussi. Des fois, ça m'arrive d'en utiliser dans des morceaux. J'aime bien le son que ça peut faire. Hein, mais voilà, ça, c'est un truc que j'ai jamais essayé. Et pourquoi pas un jour, ouais. Ouais. Et donc, quand on parle des artistes connus qui auraient joué tes morceaux, il y a qui par exemple? Eh ben, après ils sont pas forcément très 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 connus, mais ils sont internationaux déjà. J'ai notamment, j'avais été playlisté par Above and Beyond. C'est un gros groupe qui font des fois des trucs un peu EDM maintenant, mais qui sont très très connus. Et puis j'ai sorti beaucoup de titres aussi sur le label de Guy Laliberté. Guy Laliberté, c'est celui qui a créé le Cirque du Soleil en fait. Donc il a plus maintenant, mais voilà, il est resté dans beaucoup de choses culturelles et notamment la musique. Donc lui, je sais qu'il joue beaucoup mes titres. Et après, c'est aussi que je sais que mes titres sont beaucoup joués dans des gros festivals, par exemple le Burning Man. J'ai plusieurs fois eu ce qu'on appelle des pings, donc des artistes qui mettent justement le nom de mon titre, hein, et donc je vois qu'il a été joué à tel ou tel endroit. Donc déjà ma musique voyage beaucoup, c'est déjà cool. Donc si un jour moi j'ai l'occasion un jour de faire ces festivals là, je dis pas non quoi. Mais déjà rien que mes morceaux c'est déjà bien. Et toujours pas Michel Sardou. Michel Sardou, non, je crois pas, ouais. Non, mais bon, pourquoi pas faire un feat avec lui. Il se relance en plus. Il va falloir se dépêcher quand même. Non, je préfère Michel Sardouille, je sais pas si vous connaissez. Oui, Michel Sardouille. C'est la version de Groland. Exceptionnel. Ouais. Là, exceptionnel. Ah, Michel ouais. Sardouille. Ah, Tu connais pas? Ah bah si, je connais, Ah, bien tu sûr. connais, exceptionnel. Bah, bien sûr, bien sûr. Ouais, si vous connaissez oui, pas, oui. je vous invite à aller découvrir Ouais. Michel Sardouille. C'est génial. Donc sur Michel Sardouille, je vais essayer d'enchaîner. Pour rien Oui, avoir. c'est sûr, on s'éloigne un petit peu de mon N'est-ce pas style, hein, par contre. Complètement. Tu fais aussi des ateliers. Tu ne fais pas que de la musique. Eh ben Donc, oui, tu fais ouais, des ouais. ateliers. Donc pour qui, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a un côté ludique? Est-ce que c'est pour partager? Ça s'adresse à qui? Ben, c'est un peu exceptionnel. En fait, c'est un prof qui m'a contacté un jour, qui est prof d'art plastique dans un collège à Aix-en-Provence. Mhm. Et en fait, c'est un prof qui avait fait des ateliers déjà avec Laurent Garnier, avec French Fuse, avec Kid Francescoli. Donc déjà, il a réussi à avoir contact avec eux et tout. Mais enfin, ce prof, il est incroyable, hein, la détermination qu'il a. Et puis donc un jour, vient un ami à lui qui m'a vu sur un festival. Il m'a conseillé de me faire venir à moi pour un atelier. Et du coup, là, j'ai passé une journée au collège exceptionnelle, parce qu'en plus, c'est un super collège avec un amphithéâtre et tout. Donc, je leur ai fait 2 concerts. J'ai fait des ateliers avec eux l'après-midi, où ils ont fait des textes, des pochettes d'albums, des dessins par rapport à ma musique. Donc, vraiment, j'ai passé une journée exceptionnelle. Et là, je l'ai refait il y a quelques jours, où j'y suis retourné. C'était la 3e ou 4e fois que je faisais des trucs avec eux. Et des fois, ça se passe à la salle Sismique aussi de Aix, qui est une super salle de concert. Donc, voilà, c'est vraiment je me suis pris à aimer aussi le côté transmission comme ça, et peut-être susciter un peu d'intérêt chez les jeunes, ou même une passion, ça sera encore mieux. Donc, ça reste exceptionnel, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis t'as un échange artistique aussi sur une Ouais, autre, totalement. discipline et tout, Ouais, c'est et puis chouette. voir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent et tout. Il y a vraiment un côté, même je vois les dessins qu'ils ont fait. Il y a certains trucs que même des graphistes avec qui je travaille sur des pochettes d'albums, ils pourraient s'en inspirer sans problème, quoi. Ouais. Donc ça fait partie des trucs aussi que j'aimerais développer, pourquoi pas. Non, mais écoute, à voir. On verra plus pour la suite. Est-ce que tu as des actualités sur 2025? Pardon? Des actualités. Est-ce que tu as des dates? Sur Est-ce que t'as des sorties 2025, prévues il va y avoir pas mal de sorties de titres, ouais. Donc surtout dans le style plutôt organique, oriental, techno, organic house et afro aussi un petit peu. Donc notamment sur le label de Guy Laliberté, sur pas mal d'autres labels aussi.
Et niveau date, je vais faire là ce jeudi. J'ai une date à la Villa Pampa près de Toulouse. On va essayer de mettre en place un peu des soirées un peu différentes où les gens peuvent manger et après faire la fête. Mais ça sera toujours dans mon style. Vendredi, je fais une soirée au Café Ginette à Toulouse. Ça, c'est avec mon collectif Culte, avec notamment l'artiste Karma. Donc là, c'est vraiment bien afro. Aussi, regard. Ouais, qui est bien connu aussi, ouais. Et ensuite, il y aura le 1er de l'an. Donc là, je suis assez content. Déjà, c'est la première fois que je vais jouer pour le Réveillon. Et je vais le faire à Paris, à la Bellevilloise. Cool. Voilà, donc ça a l'air d'être un super lieu, ouais. Et donc, il va y avoir beaucoup d'artistes et notamment beaucoup de live avec des déguisements un peu partout. Enfin, ça va être une folle soirée, ouais. Tu nous enverras une photo. Ouais, avec plaisir. Ouais. Donc là, voilà, ça c'est les actus vraiment proches. Après, il y aura d'autres festivals l'été prochain, mais bon, pour l'instant, rien de. Et si j'ai une date aussi, dans les Alpes, à Val d'Isère, le 14 décembre. Voilà. Donc ça c'est cool aussi d'aller jouer dans les stations de ski. J'aime bien, ouais. Tu m'étonnes. C'est un peu chiant, non? Dans les Alpes en plus. C'est chauvin de ce côté-là. Tu nous parles sortie, tu sors sur quel support? Tu sors que en virtuel, MP3, Wave et tout ça? Ouais. Mais oui, tu sais que c'est ma marotte le CD. Tu sais tout que j'aime ça. C'est vrai. Écoute, c'est le fil. Alors, par contre, j'ai eu une belle surprise en 2024. Là, c'est de voir que j'ai été dans la dernière compilation Bouddha Bar. Donc, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr, ouais. C'est une marque que je connaissais depuis bien avant de me lancer dans la musique. Et j'achetais souvent leurs compilations pour découvrir un peu des pépites, notamment Café Delmar, Hotel Coast, toutes ces compiles-là. Et donc là, justement, Bouddha Bar, eux, ils ont vraiment, ça leur tient à cœur de continuer leur compilation en physique. Et donc là, par exemple, ce titre-là, je suis allé direct me l'acheter à la Fnac sur le CD. Mais sinon, c'est vrai que toutes mes sorties de label, la plupart du temps, c'est en digital. Quelquefois, ils font quelques exemplaires en vinyle, mais c'est plus pour nous, pour les artistes. Mais c'est vrai que faudrait peut-être remettre aussi un peu ça au goût du jour, parce que c'est joli l'objet, d'avoir l'objet. T'es content? Il aime bien quand on dit qu'on aime bien le CD. Il aime bien. Avant que tu nous joues un petit morceau en live, on a quelques questions un petit peu what the fuck, on appelle ça. Alors, si tu devais bannir un style de musique pour toujours, tu devrais choisir lequel? Avec tous les styles que tu fais. Est-ce qu'il y a un style de musique que tu détestes? Que je déteste vraiment, que je déteste. T'as le droit. Ouais, je dirais alors les trucs EDM là d'aujourd'hui qui sont faits vraiment, tout est ordinateur, parce qu'on peut utiliser un ordinateur mais à bon escient. Mais là, on sent que c'est des mélodies générées vraiment. La musique un peu facile. Ah ouais, voilà, même les voix sont plus vraies parce que du coup, c'est que du vocodeur, que de l'autotune. Donc voilà, ce style un peu EDM dans la musique électro qu'il y a aujourd'hui, que j'aime vraiment pas du tout, ouais, avec des voix, ça a aucune finesse, quoi. Vraiment, ça a aucune finesse. Ça, à la rigueur, oui, s'il pouvait ne plus y en avoir, je dis pas non, quoi. Mais après, il y a rien que je déteste. Ça et un monde en paix. Ça et un monde en paix, ouais. Ça et... Ouais. Si ta musique était une créature mythologique, laquelle serait-elle? Alors déjà, il faut que je me rappelle du nom des créatures mythologiques. Il y en a pas une à 3 têtes? Si. C'est le chien, non? Oui, tout à fait. Aussi. L'hydre à 3 têtes. Allez, je prendrais ça parce que déjà, je suis Gémeaux, donc j'aime bien le côté paradoxal, plein de facettes différentes. Donc je prendrais ça, ouais. Le côté en avoir un colérique, un calme. Voilà, ouais. Non, mais de toute façon, un jour, les Gémeaux domineront le monde. Ouais. Vrai, Alex? Je suis entièrement d'accord. Battu les chats. Ouais. T'es Gémeaux aussi? On est tous Gémeaux. On est tous Gémeaux. Ouais. Ça explique, tu comprends? Je comprends mieux. Voilà. Donc ça fait 12 personnes. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Et maintenant, on t'écoute. On regarde à quoi ça ressemble. Chanter. Alors je présente ce que je... Ouais. Eh ben, je vais jouer. Alors c'est pas. Je voulais jouer une sortie très récente, mais non, c'est une sortie qui a peut-être. Non, il doit y avoir 6 mois, un truc comme ça. C'est sur le label Monada. C'est un label allemand et qui fait beaucoup de choses dans l'organique house, techno, mais avec toujours une empreinte world music derrière. Et donc j'ai sorti beaucoup de titres chez eux et du coup j'ai choisi ce morceau parce qu'il représente bien un peu le côté musique orientale, musique du monde
et le côté techno dans celui-là. Et je fais une mélodie au sitar, au piano et un petit peu de percu avec mon drum pad, puisque j'ai pas amené mes oui, c'est ce que j'avais demandé ce que c'était. C'est un drum voilà, pad. ça c'est un petit drum pad, voilà, pour faire quelques percus. C'est ça qui est fou dans la musique électronique. Tu nous dis, c'est pas une sortie récente, ça a 6 mois. Oui, non, parce que aussi je fais beaucoup de sorties, donc 6 mois déjà c'est des vieilles sorties, ouais. Mais voilà, ça s'appelle Maghreb Sand. Dans la musique tout court maintenant, ça va très vite. Eh ben c'est parti.
Max Temrom qui était avec nous. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager. Ça fait bizarre de revenir à Toulouse d'un coup. Tu nous emmener très loin. Bon, mais c'était le but. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à Mina Forward de Regard, nous faire toujours découvrir de super Merci à Regard. Si on va préciser, si on veut te retrouver, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, partout, toutes les plateformes musicales et puis tous les réseaux les plus connus. Et ben en plus, l'émission se termine, donc l'occasion pour tout le monde d'aller te retrouver sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous pour ce numéro de Toulouse et vous. Merci Cédric. Merci Alex, merci à la technique, à la Redbox, merci à Géraldine qui nous assure. Que vous connaissez mieux sous le prénom d'Émilie. Voilà. Bien sûr. Merci Mina, merci à l'équipe. On se retrouve très vite pour un numéro de Toulouse et vous.